Il y a 2 ans, quelques jours après son séjour à Marseille, le pape François confiait « Il faut retrouver la passion et l'enthousiasme pour que la Méditerranée redevienne un laboratoire de civilisation et de paix ». Eh bien, comme dit le dicton, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Aujourd'hui, le Jour du Seigneur ouvre le dossier MED 25, le navire-école pour la paix en Méditerranée. Depuis 8 mois, 200 jeunes de différentes religions et venus des différentes rives de la Méditerranée se sont relayés pour vivre ensemble un temps de fraternité, mais aussi pour réfléchir et s'engager pour la paix en Méditerranée. Et quand je dis ensemble, c'est vraiment ensemble, puisqu'ils se sont relayés à bord d'une goélette en Méditerranée. Tous ceux qui, il y a encore quelques semaines, se sont essayés au canoë en couple ou au pédalo en famille savent qu'une embarcation peut très vite transformer un moment ludique en véritable pugilat. Donc, à bord, ils ont échangé, travaillé, prié, appris à se connaître pour continuer à faire vivre ce combat du pape François, qui déplorait que la Méditerranée, berceau de l'humanité, concentre désormais les maux de notre monde. Inégalité des richesses, conflits, intolérance religieuse et migrants criminalisés. Le bateau s'appelle le Bel Espoir, ça tombe bien, et c'est notre dossier du jour. Et quelle joie de vous retrouver ce matin pour vivre une aventure humaine et spirituelle vraiment exceptionnelle. Vous l'avez compris, sur ce bateau, le Bel Espoir. Ça sera juste avant de vivre la messe ce matin dans une sublime cité médiévale à Provins. C'est en Seine-et-Marne. Bonjour à toutes et à tous. Nos invités, nos jeunes invités vont nous faire voyager ce matin avant la messe, car ils étaient sur ce bateau, le Bel Espoir, bateau qui navigue depuis 8 mois. Vous le voyez, sur l'ensemble de la Méditerranée. C'est l'Odyssée MED 25, aventure initiée par le diocèse de Marseille. Et le bateau qui est déjà passé, qui va passer en tout dans 30 grands ports de la Méditerranée, de Nicosie à Jounieh au Liban par exemple, mais aussi de Barcelone à Tétouan au Maroc, de Bizerte à Palerme, de Ravenne à Bari en Italie et encore de Naples à Marseille. C'est d'ailleurs la dernière étape qui a lieu en ce moment, Marseille, le port d'arrivée. Ça sera le 25 octobre avec un festival organisé au Mucem sur le Vieux-Port. 200 jeunes, vous l'avez entendu, de toute nationalité, de toute religion, surtout c'est important pour nous ce matin, qui se relaient depuis le mois de mars sur ce bateau. Vous voyez ces jeunes, cette bonne ambiance. En tout, 8 sessions de navigation. Nous sommes donc dans la dernière en ce moment qui va relier Marseille. Chacune de ces sessions dure 2 semaines et parmi ces équipages internationaux qui, je vous le rappelle, viennent de toutes les rives de la Méditerranée, eh bien, nous avons avec nous Maëlys Rouleau et Soufiane Hatif. Bonjour Maëlys. Bonjour. Vous êtes française et catholique, étudiante à Sciences Po Aix. Vous avez participé à la session qui a relié Istanbul en Turquie à Athènes en Grèce. Et puis à vos côtés, Soufiane. Bonjour Soufiane. Bonjour et merci beaucoup pour votre accueil. C'est une joie de vous accueillir. Vous êtes marocain et musulman, étudiant à Sciences Po Paris. Vous avez participé à la session qui est partie de Nicosie, sur l'île de Chypre, et qui devait se rendre à Jounieh, au Liban, une très belle ville, mais vous n'avez pas pu accoster. Vous pouvez me dire pourquoi ? Oui, justement. Malheureusement, on n'a pas pu atteindre le Liban à cause du déclenchement de la guerre entre l'Iran et l'Israël. Et cela montre clairement que la guerre est une réalité et qu'un voyage pour promouvoir la paix peut être empêché en raison de la guerre. Ouais, vous avez été confronté à ces réalités de la Méditerranée. C'est pas juste une sympathique colonie de vacances, Maëlys. Vous avez découvert des réalités difficiles aussi pendant ce voyage. Oui, c'est ça, tout à fait. On se retrouve sur un bateau à devoir vivre ensemble. C'est un espace qui est assez restreint. Il y a pas forcément. C'est un grand bateau, mais on est tout de même une trentaine dessus. Donc, il s'agit de s'organiser, de garder l'espace propre pour que tout le monde pour que le bien-être de chacun soit préservé. On va voir une photo de vous d'ailleurs, Maëlys. Voilà, vous vous souvenez de ce moment ? Oui. Elle est belle cette photo. Ah oui, ma session, c'était sur l'environnement. Voilà, parce qu'à chaque session correspond à une thématique de réflexion. Vous, c'était sur l'environnement. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et en fait, on est très vite saisi par la beauté des paysages qui nous entourent. Donc moi, j'ai participé à la session entre Istanbul et Athènes. Et en fait, c'est toujours des pays qui m'ont beaucoup attirée.
Et je suis très sensible à la beauté des paysages. Vous avez des petits carnets, hein, d'ailleurs, c'est des petits carnets de route, de voyage, ça. Oui, c'est ça. Alors, le premier carnet, c'est celui dans lequel on avait les sujets De l'Odyssée. de l'Odyssée. Donc, chaque jour, on avait un temps de partage qui généralement se déroulait le matin. Et donc, on était 25 jeunes et on était divisés en petits groupes. Et donc, tous les matins, dans la matinée, ouais, on discutait sur des questions qui portaient sur l'environnement, la culture, etc. Et vous avez pris des notes sur un autre cahier, ça m'intéresse, parce que du coup, voilà, vous êtes jeune, vous avez 22 ans, il y a presque quelque chose d'initiatique dans ce voyage. J'imagine que vous rentrez différente. Oui, tout à fait. Donc, dans chaque groupe, on avait une personne qui était chargée de prendre en compte les idées. Voilà, et donc je me suis... je me suis dit pourquoi pas le faire. C'est super. Ça me paraissait voilà, avoir du sens. Quel souvenir, il faut le garder longtemps, ça. Oui, tout à fait. Sofiane, on va voir une autre photo de vous cette fois. Allez, on est vraiment avec vous sur le bateau, là, c'est parfait. Oui. On adore ces images. Et là, vous êtes avec des camarades que vous avez rencontrés sur le bateau, parce qu'il faut bien rappeler le concept, hein. Vous arrivez sur ce bateau, vous connaissez personne et vous vous retrouvez avec plusieurs nationalités, plusieurs langues, plusieurs religions. Et voilà, c'est une histoire de fraternité, de camaraderie aussi, Sofiane. Exactement. Vous vous souvenez des personnes avec qui vous étiez? Exactement. Donc cette photo a été prise au milieu de la Méditerranée. On se dirigeait vers le Liban. Et je me rappelle très bien de ce moment. On était en train de parler théologie. Ah oui? Et on était en train de parler de certains dogmes fondateurs de l'Église catholique. Je me rappelle ce moment-là. On parlait, je me rappelle, de la Sainte Trinité et de la vision qu'un musulman peut avoir vis-à-vis de certains dogmes fondateurs de l'Église catholique. Ouais, parce qu'avant, je crois que vous aviez du mal en tant que musulman à représenter ce que pouvait être la Sainte Trinité. Hein. Exactement, j'arrivais pas à comprendre, même si j'étais assez habitué à fréquenter des milieux catholiques à Paris, mais j'arrivais pas très bien à saisir un peu le sens de la Sainte Trinité, par exemple. Là, vous étiez avec donc, des musulmans, des catholiques, oui. Des protestants? Oui, il y avait une fille protestante. Et des juifs? Non, il n'y avait aucun juif. Pas sur votre session. Il y avait quelques musulmans et même il y avait un copte, donc un chrétien copte égyptien. Il y avait des chrétiens d'Orient, il y avait 2 filles palestiniennes. Et donc, c'était une vraie richesse. Et j'ai participé justement à la 4e session qui devait lier Chypre au Liban. Et le thème principal était le dialogue interreligieux. Bah, ça tombait très bien. Donc, surtout entre musulmans et chrétiens, mais aussi même entre les différentes branches du christianisme. Facile ou pas facile de cohabiter avec des gens qu'on ne connaît pas, Maëlys, sur un bateau en vrai? Il doit y avoir parfois des conflits, j'imagine aussi des désaccords politiques, religieux. Oui, non, il y a des vrais enjeux. On n'a pas le fait d'avoir des cultures différentes fait qu'on vit différemment. Et puis, malgré tout, quand on vit ensemble, il faut... Cette photo des passeports différents. Oui, c'est ça, qui illustre tout à fait la diversité. Quand on vit ensemble, on arrive à s'accorder quand même? Oui, on arrive à s'accorder. Alors, ce qui a permis de nous accorder, c'est notamment la philosophie de l'AJD, donc l'association d'amis de jeudi à dimanche, qui appartient Le Bel Espoir et qui le rénove constamment. Oui, c'est une association qui emmène notamment des jeunes toxicomanes pour se défaire de leurs addictions, fondée par le père Jaouen. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Et qui est donc très ouverte dans l'accueil et en même temps qui a vraiment mis en place un rythme. Donc on avait des services à rendre, on était divisés en équipes. Et on avait le service ménage, le service préparation du déjeuner, débarrassage, etc. Et ça, ce cadre a vraiment permis qu'on puisse du coup finalement s'aligner et puis cohabiter ensemble. Vous manifestez avec force que la paix est possible et qu'elle commence par l'engagement concret, le respect mutuel et le courage de l'amitié. Le courage de l'amitié, je trouve ça très important, c'est ce que disait le patriarche Bartholomé Ier aux jeunes à Istanbul. Hein, vous y étiez, Maëlys, c'est le grand référent orthodoxe dans le monde. Le courage de l'amitié, est-ce que c'est pas le point de départ de la paix, finalement? Bien sûr. Bien sûr, justement, je pense que le courage de l'amitié, d'avoir cette volonté d'ouverture d'esprit, d'aller vers l'autre et de considérer que pour être croyant, il faut s'ouvrir sur l'autre, il faut chercher la diversité, la différence nous enrichit
elle ne nous appauvrit pas. Parce que c'est très intéressant ce que vous nous dites, Sofiane, et ça fait du bien de l'entendre ce matin, parce qu'on est traversé dans nos sociétés, notamment en Occident quand même, par des affrontements parfois religieux, communautaires, ou en tout cas c'est ce qu'on peut essayer de nous faire croire. Maëlys, c'est important ces mots. Oui, non, tout à fait. Le courage de l'amitié. C'est possible. C'est possible. Et je pense que ça a été aussi beaucoup facilité par le fait que voilà, on se retrouve sur un bateau. On n'a plus du tout la société et ses codes qui sont imposés. Et en fait, on voit les personnes. C'est même pas vraiment du courage. En fait, on est poussés naturellement les uns vers les autres. Super. Et en fait, au lieu de se percevoir, ah bah, lui, de telle nationalité, en fait, finalement, on voit les intérêts des uns ressortir, les passions des autres, et puis des situations aussi très, très drôles. Parce qu'on vit ensemble, et puis dans le quotidien, le fait de toucher l'essence du quotidien fait que, en fait, c'est pas vraiment du courage, c'est l'évidence de l'amitié qui. Génial. Ouais, c'est génial. On va tout de suite partir sur le bateau, Maëlys et Soufiane. Voilà, ça c'est quand même des belles photos. Et on va partir maintenant en reportage sur ce bateau, puisque nous avons assisté à l'arrivée d'une de ces sessions, l'avant-dernière session italienne, qui reliait le port de Bari. Et nous y étions, regardez l'ambiance. Tout juste à quai, après 15 jours de traversée entre Ravenne et Bari, ils sont égyptiens, tunisiens, palestiniens ou italiens. Ils prient en anglais, en français ou en suédois comme ce jour-là. Voilà 15 jours qu'ils partagent la prière, les corvées, mais aussi les rires et les larmes. Sur la goélette, le Bel Espoir, une sorte de laboratoire de la paix. Car c'est l'objectif de cette croisière, faire naviguer ensemble des jeunes catholiques, orthodoxes, protestants ou musulmans qu'a priori tout oppose. Je viens d'un pays 100% musulman. Il est donc quasiment impossible pour moi de savoir ce que c'est qu'être chrétien. C'est ici, dans cette croisière, que j'ai vu pour la première fois un évêque, un prêtre, comment ils prient. J'ai appris plein de choses. C'est la première fois que je passe du temps avec des musulmans. On a échangé sur leurs pratiques, comment ils croient et comment ils vivent leur religion au quotidien. À peine débarqué sur le port de Bari, le groupe retrouve le père Alexis. L'homme est présent à chacune des escales. C'est lui qui est à l'origine de cette aventure un peu folle. Lui qui a réuni ces jeunes autour de ce projet basé sur un concept qu'il nomme non sans humour, la théologie du mal de mer. Et on voit bien comment chaque jeune, à travers le mal de mer, à travers les travaux qu'ils ont fait ensemble, ont commencé à construire des très belles relations entre eux. Certains arrivent avec un peu un désespoir au cœur et ces 2 semaines les ouvrent dans une espérance très forte qu'il est possible de faire quelque chose pour ce monde. Et pour moi, c'est très beau de constater cette transformation par la mer. En soirée, c'est devant la cathédrale de Bari que les jeunes ont rendez-vous pour un concert œcuménique, symbole à nouveau d'unité. Conclusion festive de ces 2 semaines de réflexion et de découverte de l'autre. Et dans cette Méditerranée déchirée par de nombreux conflits, ces jeunes prouvent qu'il peut y avoir une alternative à la division. Avec ce voyage, j'ai compris que ça peut être très simple de construire la paix. Il suffit de réunir des gens, de se connaître et de partager des moments de vie. On a juste besoin de se découvrir, de vivre un peu ensemble. Et c'est exactement ce que nous avons fait sur ce bateau. Dans quelques jours, un autre équipage va prendre le relais de cette dernière étape de cette odyssée maritime qui s'achèvera en octobre 2025 dans le port de Marseille. On comprend bien l'ADN de ce projet, hein, c'est le changement de regard, c'est la transformation aussi intérieure et le regard qu'on a sur l'autre. Soufiane, est-ce que vous vous sentez différent après ce voyage ? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Différent parce que j'ai rencontré des personnes, j'ai fait des rencontres qui ont transformé ma vie. Par exemple, je me rappelle d'une phrase très saisissante que Père Alexis Leproux qu'on a vu dans le reportage, qui est à l'origine de ce projet. Exactement. On était dans un camp de réfugiés à Chypre et il m'a dit « c'est ça la vraie évangélisation ». Donc c'est le dialogue interreligieux fait partie de la mission évangélisatrice de l'Église catholique. C'est pas un dialogue qui cherche à... Voilà, c'est la photo, c'est là où vous étiez. C'est pas un dialogue qui cherche à convertir l'autre, mais cherche surtout à se convertir à l'amour.
C'est génial de découvrir ça. C'est magnifique. D'ailleurs, vous avez ramené une petite médaille là. Hein, oui, exactement. Un ami qui a participé avec moi au voyage, qui s'appelle François, et qui a rejoint par ailleurs le noviciat jésuite il y a quelques semaines. Catholique. Oui, et il m'a offert cette médaille miraculeuse. Génial. Magnifique. Vous vous sentez aussi vous transformé par ce voyage? Oui, je me sens vraiment... La mer vous a transformé. Voilà, c'est ça. Et puis aussi l'idée que j'avais... donc ma session, c'était sur l'environnement. Et puis j'avais en tête, je me disais, il va falloir trouver des solutions, il va falloir repenser tout ça. Et en fait, à la fin de ce voyage, je me rends compte que prendre soin de l'environnement, c'est avant tout prendre soin de l'autre. Et c'est ce que cette expérience m'a vraiment permis de vivre, parce que il y en avait certains de nous qui avaient le mal de mer, il y en avait qui étaient tombés malades. Voilà, c'est ça. Et donc, on voit les uns plus vulnérables, plus faibles que les autres. C'est la théologie du mal de mer dont part le père Alexis Leproux. Hein. Voilà, et donc on prend soin ça. des autres. Et en fait, on se rend compte qu'en prenant soin des autres et en étant attentif aux personnes qui nous entourent, en fait, ensuite, on peut être attentif à notre environnement et ainsi le protéger. Et tout est lié, hein, on le voit aussi. C'est aussi les thématiques de discussion, l'environnement. Moi, je pense aussi aux migrants. Ça a aussi été une des thématiques de discussion. D'ailleurs, on a une pensée pour les migrants et les réfugiés aujourd'hui, puisque c'est la journée mondiale du migrant et du réfugié. On en priera pour eux tout à l'heure pendant la célébration. Et puis il y a la guerre, malheureusement, la guerre qui sévit aussi en Méditerranée. On pense évidemment à Gaza, à Israël. Israël qui a été touché il y a 2 ans. On commémorera les 2 ans dans quelques jours, mardi du 7 octobre, depuis ce conflit à Gaza qui est meurtrier. Est-ce qu'après cette expérience sur le Bel Espoir, vous pouvez vous dire que oui, en dehors de l'idéal impossible, la paix est possible entre nous aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose, à la paix, à laquelle vraiment vous croyez, mais réellement, Maëlys? Oui, moi je le pense vraiment. Et je pense que chacun a une mission, chacun peut transmettre la paix d'une certaine manière. Donc moi, après ce voyage, comment je l'ai senti, c'est que on vit dans une société du coup qui devient assez indifférente, qui est centrée sur ses besoins. Et je me suis dit, en fait, il faut s'ouvrir à l'autre, faut aller vers l'autre, le connaître, et puis créer du lien. Et donc en étant soi-même et en allant l'autre dans sa vie de tous les jours. C'est important, ouais, en étant soi-même, Sofiane. Bien sûr. La paix, vous y croyez vous aussi, en étant vous-même? Oui, bien sûr. Je pense que la guerre n'est pas une fatalité. La paix se construit avec le dialogue, avec le respect, la bienveillance et l'ouverture d'esprit. Cette mer qu'on voit là est un miroir du monde et elle porte en elle une vocation mondiale à la fraternité, vocation unique et unique voie pour prévenir et surmonter les conflits. C'est toute la théologie de la Méditerranée du pape François qui est à la source de cette odyssée que vous avez vécue sur le Bel Espoir. À ce propos, je vous propose d'aller rencontrer le père Alexis Leproux qu'on a vu dans le reportage. On va revenir sur cette intuition profonde de cette Odyssée avec lui. Regardez ce qu'il en dit. Il y a derrière ce travail un chemin de déradicalisation des religions qui se replieraient sur elles-mêmes et un chemin de compréhension de la vie spirituelle des autres confessions, des autres religions, qui est à la fois très féconde pour sa propre religion, parce qu'on découvre le chemin des autres, et qui met en lumière ce que chaque tradition peut porter de bénéfique pour le bien de tous. Et cette découverte de la religion des autres leur montre qu'il est impossible que la vie religieuse aboutisse à des murs, aboutisse à des conflits, aboutisse à des guerres. C'est impossible. Le propre de la religion, c'est de relier. Le propre de la religion, c'est d'apaiser. Et donc, ils travaillent sur ce fruit d'une vie religieuse authentique qui consiste à accueillir l'altérité, à porter sa propre identité et avoir le courage d'une confrontation qui ne devient pas conflit, mais d'une confrontation qui devient dialogue de paix. Ouais, et ça change tout. Qu'est-ce que vous en pensez, Sofiane? Je pense justement que la religion n'est pas un mur, mais c'est surtout un langage que chacun parle à sa manière. Je suis par exemple musulman et je pense que les chrétiens ont beaucoup de choses à apporter aux musulmans. Ah oui. L'amour absolu, le sacrifice, le pardon.
Et vice-versa, les musulmans peuvent aussi apporter aux chrétiens cette notion de transcendance, la discipline, etc. Donc les deux religions peuvent s'enrichir mutuellement. Maëlys, vous êtes d'accord? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Sofiane. Et je pense qu'en fait, c'est pas pour rien non plus que tous ces jeunes se sont retrouvés, parce qu'en fait, la foi, la religion nous donne cet appel, en fait, malgré tout, d'aller vers l'autre. Enfin, quelle que soit la religion, on a tous été appelés à aller participer à cette expérience et finalement à aller les uns vers les autres. Qu'est-ce que vous avez appris sur votre propre foi, Maëlys, pendant ce voyage? C'est important, hein, ce matin, c'est le jour du Seigneur, on va vivre la messe. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a aussi transformé d'un point de vue spirituel? Pour moi, ça a été... j'ai pu mettre ma foi... j'ai pu mettre ma foi au concret. Enfin, j'ai pu vivre ma foi concrètement, vraiment en allant vers l'autre, l'aimer comme il est. Au début, on arrive, forcément, on a des a priori, on se dit, ah bah tiens, peut-être avec cette personne-là, je vais moins m'entendre. Et en fait, non, on y va. On prend soin de la personne qui on voit a un besoin et dans une situation difficile. Et en fait, on se retrouve à la fin du voyage, on se quitte plus. Donc, non, pour moi, ça a été vraiment l'ouverture aux autres et mettre ma foi concrètement au service des autres. Vous allez vous en souvenir de ce voyage aussi, Soufiane, j'ai l'impression. Ah oui, pour toute la vie, Et justement, en parlant de religion et de l'apport un peu à ma propre foi ou de façon générale aux matières religieuses, durant ce voyage, grâce à d'autres participants, surtout à François, j'ai appris à prier avec le rosaire. J'avais jamais fait ça avant. Et maintenant, lorsque je participe à des sorties avec le Monderie de Sciences Po... Ouais, François, c'est cet ami catholique dont vous parliez tout à l'heure qui doit faire la médaille miraculeuse. Il m'a appris à prier avec le rosaire, il m'a appris le « Je vous salue Marie », le « Notre Père », et je continue, même en tant que musulman, à utiliser ces prières pour m'adresser. Dans le reportage, alors c'est un détail, mais qui compte. Hein. On voit cette prière dans le reportage, au début du reportage, en suédois. Mais comment vous parliez, en quelle langue? Et pour prier, c'est encore plus compliqué, non? Comment ça se passe, Maëlys? Alors, nous, c'était un petit peu particulier parce qu'on avait un accompagnateur qui n'a pas pu venir, un prêtre qui n'a pas pu venir à la fin. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas forcément vécu cette dimension spirituelle aussi forte. Pour nous, ça a été vraiment... ce que je retiens, c'est la vie en communauté. Oui. Quoi. Et vous parliez en quelle langue, alors, du coup, sur le bateau? Ça pouvait être français, anglais, espagnol. Oui. De tout, quoi. Oui, de tout. Ouais. Oui. Parce que ce moment de prière, c'est beau aussi sur le bateau qu'on voit pendant le reportage. C'est très, 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 très beau. Et à titre d'exemple, durant notre voyage... Voilà, au moment de prière avec le Père, le Prou. Lorsqu'on priait le rosaire, on le priait avec différentes langues. Chacun priait avec sa propre langue. Donc, je le priais en français, d'autres le priaient en arabe, en maltais, en anglais, en espagnol, etc. C'était très, très enrichissant. Et cette dimension spirituelle était très présente. On avait des messes quasiment toutes les après-midi, en anglais, parce que c'est la langue universelle. Et j'ai gardé un très, très bon contact avec le prêtre qui nous a accompagnés et que j'ai rencontré à Rome à l'occasion des jubilés déjà. Décidément, vous avez appris beaucoup de choses, Soufiane, sur ce bateau. Est-ce que de cette expérience, vous en parlez autour de vous à vos camarades, peut-être sur les bancs de Sciences Po, vos amis, votre famille, des camarades de votre génération qui pourraient être enthousiasmés et qui découvrent aussi, quelque part, vous devenez des témoins de la paix. Est-ce que vous avez ce sentiment-là d'être des artisans et des témoins de quelque chose, Maëlys? Oui, mais indirectement. Je ne dirais pas que j'annonce, je suis partie... Enfin, si on me pose la question, j'explique avec plaisir, mais c'est plus après dans la manière d'être, je dirais. Que finalement, ce qu'on a reçu de ce voyage se transmet. Oui, ça a été une transformation intérieure et qui rejaillit dans la vie. Exactement. Sofiane? Je pense qu'avec des discussions, des échanges que j'ai pu avoir avec des amis proches ou même avec les aumôniers de Sciences Po, j'ai pu par exemple leur transmettre cette possibilité d'avoir une fraternité universelle. Ça, c'est très beau, quelles que soient les religions, toutes les différences religieuses, ethniques, linguistiques s'effacent au profit d'une fraternité universelle. La fraternité universelle, on va garder cette expression très très belle pour se souvenir de votre voyage. En attendant, l'émission se poursuit avec la culture. Et la culture, vous le savez chez nous, c'est Constance de Bonaventure
qui va, je crois, nous emmener en Méditerranée. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour à tous les deux. Ravi de vous retrouver. On va rester en Méditerranée, puisque vous nous présentez ce matin une exposition au MUSEM, ce grand musée marseillais du Vieux-Port. Oui, l'exposition s'appelle « Lire le ciel ». Alors l'expo part d'un constat. Depuis l'Antiquité, les astres et les constellations fascinent nos civilisations méditerranéennes. Ce ciel qui permettait effectivement de se repérer, de se déplacer, mais aussi de rêver. Ce ciel nous rappelle l'exposition qui incarne à la fois la science, la connaissance, mais aussi le mystère. Alors justement, l'expo nous propose une approche très transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'elle fait dialoguer la science et les arts. On a par exemple donc beaucoup d'œuvres d'art, des objets archéologiques, des instruments astronomiques, des cartes. Là, vous voyez par exemple ce globe céleste qui est la plus ancienne sphère céleste connue. Et on en apprend aussi beaucoup sur les tracés des premières constellations dans l'Antiquité. On en apprend également sur les avancées astronomiques gigantesque dans le monde arabe médiéval ou encore sur l'engouement pour l'astronomie au XIXe siècle. Alors, il y a 200 œuvres qui ont été prêtées. On va retenir notamment cette fabuleuse toile de Vermeer qui s'appelle L'Astrologue et qui a été prêtée par le Louvre. Il y en a de nombreux autres comme ça. Il y a une scénographie absolument remarquable. Il y a des tons bleus, des formes circulaires, donc ce qui permet vraiment de s'immerger complètement dans la thématique. C'est vraiment, cette expo, un voyage, je vous le disais, à travers la science, mais aussi à travers le mystère et le rêve. Lire le ciel sous les étoiles en Méditerranée, c'est donc au MUSEM, vous le disiez, à Marseille, et c'est jusqu'au 5 janvier. Le MUSEM qui accueillera le festival de conclusion de votre Odyssée Med 25, ça sera le 25 octobre. On poursuit et on reste dans le monde méditerranéen, Constance, puisque vous nous parlez d'un livre très émouvant ce matin sur Gaza. Oui, un très très beau livre, L'homme qui lisait des livres de Rachid Benzine. Alors c'est l'histoire de Julien qui est un jeune photographe français qui est envoyé à Gaza pour couvrir les bombardements. Et un jour, lors d'une trêve, Julien se promène, déambule dans les décombres de la ville, dans ce théâtre de misère et de folie, comme le décrit l'auteur. Et il tombe sur un libraire, sur une librairie, ou plutôt ce qu'il en reste, c'est-à-dire un tas de livres avec à côté assis un vieil homme. Ce vieil homme s'appelle Nabil. Nabil est un Palestinien et il va lui raconter sa vie. Il est né en 1948, Nabil, d'un père chrétien et d'une mère musulmane. Il est né à Haïfa et il raconte donc son récit, c'est-à-dire les camps de déplacés dans lesquels il a passé son enfance, les guerres, son départ pour l'Égypte, la prison, la rancœur, l'injustice, mais aussi l'amour et l'espoir, et puis surtout ce refuge qui lui reste, c'est-à-dire les livres qu'il a lus. Et à travers lui, à travers Nabil, c'est vraiment toute l'histoire du peuple palestinien qui se dessine, ses drames, ses combats, ses désillusions. Et puis l'auteur franco-marocain Rachid Benzine creuse ici, il explore ici une question centrale. Comment continuer à espérer au milieu du chaos? Comment espérer face à l'ampleur de l'horreur? Et lire, en fait, c'est la réponse qu'apporte l'auteur. Lire devient ici un acte de résistance. C'est vraiment peut-être le seul qu'il reste à Nabil. C'est la seule chose qui lui permet de préserver sa dignité. C'est vraiment un roman bouleversant qui rend, bien sûr, vous l'aurez compris, hommage aux Palestiniens, mais aussi à la puissance de la littérature. L'homme qui lisait des livres de Rachid Benzine, très très beau roman, et c'est publié chez Julliard. Et j'imagine que sur le bateau, vous avez dû parler de ce qui se passe en Israël et à Gaza en ce moment. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a eu beaucoup de discussions sur la géopolitique un peu du Moyen-Orient, et vu qu'il y avait 2 filles palestiniennes qui ont pu participer au voyage, donc c'était très intéressant d'avoir une idée concrète sur ce qui se passe bien réellement. Sûr, très réellement. Constance, on quitte maintenant la Méditerranée pour votre minute consacrée au patrimoine. Vous poursuivez votre série sur la vigne en cet automne dans l'art religieux. Vaste sujet, il y a beaucoup à dire. Alors ce matin, je vous emmène dans l'Aube, à Brienne-le-Château. L'église Saint-Pierre-Saint-Paul abrite des vitraux en grisaille assez renommés. Notamment, vous allez le voir, ce vitrail qui date du milieu du XVIe et qui nous relate toute l'histoire de Noé. Alors bien sûr, il y a la construction de son arche et le déluge. Après cet épisode, Noé devient cultivateur. Il plante de la vigne, comme vous voyez sur ce vitrail. Et puis regardez maintenant ce chapitre peu flatteur de la vie du patriarche qui nous est relaté. Un jour, Noé boit du vin, visiblement trop puisqu'il s'enivre. C'est ce qu'on voit sur ce vitrail. Il se dénude ensuite dans sa tente. Son fils Cham le voit nu et va alerter ses frères, Sem et Japheth. Les 2 hommes prennent alors un manteau et viennent couvrir la nudité de leur père avec pudeur. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est la première mention de l'ivresse dans la Bible, la première fois que la vigne est perçue comme un danger. Jusqu'alors, elle symbolisait plutôt l'abondance
l'alliance et la bénédiction. C'est un épisode qui est là aussi, bien sûr, pour nous rappeler la vulnérabilité humaine. Merci Constance, merci Soufiane, merci Maïlis d'avoir été avec nous ce matin. Mais restez encore pour la célébration que nous célébrons tout de suite dans une sublime cité médiévale à Provins, c'est en Seine-et-Marne. Les paroissiennes et les paroissiens nous attendent dans leur église et aujourd'hui, ils commémorent leur saint patron. Regardez.